C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de reprendre cette présentation parce que je l'ai déjà fait en 2023 à l'occasion d'une journée que nous avons organisée ici même. Et je vais continuer à le faire tant que c'est nécessaire et jusqu'à obtenir zéro nouvelle injection au monde. Alors, parler du dépistage est une nécessité. Pourquoi? Parce que c'est l'outil le plus puissant pour contrôler l'épidémie. C'est le point d'entrée dans le système de prévention et de soins. Donc, c'est un champ d'action prioritaire du programme national de lutte contre le sida. Il a beaucoup d'intérêt que ce soit à l'échelle de l'individu, à l'échelle de la collectivité. À l'échelle de l'individu, il permet d'ouvrir la voie à la prise en charge et donc aux thérapies anti-rétrovirales. Il permet de prévenir l'évolution de la maladie vers des stades de sida, comme ça a été démontré par ma collègue professeure Ruben. Il permet de réduire la lourde immortalité liée à l'infection par les VIH. À l'échelle collective, il induit une diminution du risque de transmission de l'infection par le VIH, car la connaissance de l'infection incite les personnes infectées à réduire sensiblement leur comportement à risque. La mise sous traitement antirétroviral permet de contrôler la multiplication virale et par conséquent, elle permet de réduire nettement le risque de transmission. Or, le dépistage chez nous et même ailleurs constitue encore un véritable défi dans la riposte contre le VIH. Malgré, nous avons beaucoup de points de force au Maroc. La prise en charge accessible, gratuite, structurée, efficace, grâce à la disponibilité des ressources humaines de grande qualité, de la disponibilité des tests de dépistage dans les centres de dépistage et aussi la disponibilité des traitements efficaces, il y a encore des lacunes. Les deux principaux maillons les plus faibles dans la riposte contre le VIH, c'est le dépistage et la prévention, ce qui explique pourquoi il y a encore des personnes qui circulent avec un statut sérologique inconnu, pourquoi il y a encore des nouvelles infections et pourquoi les patients arrivent encore chez nous à un stade tardif avec un taux de morbidité et de mortalité élevé et avec une prise en charge très lourde. Quels sont les obstacles au dépistage précoce? Il y a les obstacles pour le dépistage volontaire et il y a aussi des obstacles au dépistage à l'initiative des soignants. Donc, durant cette présentation, je vais parler essentiellement des circonstances de dépistage à l'initiative des soignants, mais avant, je vais parler de quelques obstacles qui entravent le dépistage précoce. Chez les soignants, on sait tous qu'il y a un problème de méconnaissance des signes précoces. Il y a beaucoup d'opportunités manquées. Il y a des patients, comme ça a été dit par mon ami professeur Regad, qui consultent des années avant la découverte de l'infection à VIH et il y avait beaucoup d'opportunités manquées. Et puis, il y a un problème qu'on hésite de chercher les facteurs de risque de transmission de VIH. On ne parle pas de la sexualité durant nos consultations. Il y a un tabou aussi chez les soignants. Dans la population générale, il y a aussi le problème de méconnaissance de la maladie. Il y a aussi le problème de la sous-estimation du risque. Mais il y a surtout le problème de la peur, de la stigmatisation et la honte qui caractérise cette infection. Puis après, j'estime personnellement qu'on ne travaille pas assez. Notre rôle est insuffisant en tant que société civile dans l'information et dans la sensibilisation du grand public. Alors, quelles sont les circonstances de découverte qui doivent inciter à faire, à demander, à proposer le dépistage? En général, ils sont multiples. Ils peuvent être cliniques, biologiques et ou radiologiques. Ils peuvent être liés à des contextes socio-professionnels avec une grande variabilité inter-individuelle. On peut dépister déjà au stade où les patients sont asymptomatiques, mais qui présentent un contexte évocateur, à l'occasion des infections mineures, mais qui ont des caractéristiques particulières dont je vais parler par la suite, à l'occasion des infections opportunistes, telles que la tuberculose, la toxoplasmose. Toutes les infections opportunistes doivent inciter à faire le dépistage et à l'occasion aussi, pas uniquement des pathologies infectieuses, mais des pathologies non infectieuses, dont les cancers et les hémopathies malignes. Je commence déjà par la population clé. Dr Mehdaoui a déjà parlé de cette population. Et quand on parle des populations clés, on parle des usagers de drogue par voie intraveineuse, les HSH, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les migrants subsahariens, les professionnels de sexe masculins et féminins, la population carcérale. Pourquoi il faut dépister? Parce qu'ils sont très vulnérables. Quand vous voyez la prévalence, le taux de prévalence, il dépasse de loin
celle de la population générale. Elle atteint jusqu'à 5,3% et on avait des chiffres beaucoup plus importants dans les années précédentes. Ça varie dans le temps et en fonction des villes et en fonction des activités. Et puis, cette population, il présente beaucoup d'obstacles. Des obstacles liés à la stigmatisation, au manque de déclaration, à la peur, à l'accès restreint après agression. Il y a beaucoup des obstacles juridiques. Il ne peut pas aller à la commissariat et dire que je suis professionnel de sexe. Donc, il risque d'être poursuivi. Et ils ont intérêt à faire le dépistage parce que aussi ils ont un risque d'exposition continue ou répétée, avec un impact direct sur la dynamique épidémique, vu leur rôle important dans la transmission. Les situations d'exposition, toutes les situations d'exposition, que ce soit sexuelle ou sanguine, est une incitation à demander le dépistage. L'exposition sexuelle chez les partenaires d'une patient vivant avec le VIH, les partenaires sexuels des populations clés, les personnes multipartenaires ou ayant des rapports non protégés après une agression sexuelle ou à l'occasion d'un rapport sexuel qui a été protégé mais qui a fini par une rupture de préservatif. Les expositions sanguines, vous le savez bien, les accidents d'exposition sont piqûres, coupures, projections sur une peau lésée et aussi les expositions sanguines non professionnelles. Je citerai le partage de matériel, coupons, tranchants, non stérilisés, les rasoirs, les aiguilles de tatouage ou les piercings, les matériaux d'esthétique, c'est très important. Puis le contact direct avec du sang d'une personne dont le statut sérologique est inconnu ou positif, les blessures lors des bagarres impliquant du sang, les soins dentaires, les injections dans des contextes non sécurisés, les pratiques traditionnelles, les saignées, les circoncisions réalisées bien sûr sans matériel stérile et hors de système de santé formel. Aussi, le dépistage familial, il faut toujours dépister rapidement les conjoints ou les conjointes d'un séro ou d'une séropositif, les enfants de mères séropositives, les parents d'enfants séropositifs. Il ne faut pas perdre du temps parce qu'en expérience, moi j'ai vécu une expérience que je ne vais jamais oublier. On a vu un patient qui rentrait chez nous, on n'avait pas suffisamment du temps, il est décédé dans les 3 jours post-hospitalisation et après 5 ans, je vois son épouse via le professeur Rafi qui a fait le diagnostic d'une toxoplasmose cérébrale et c'était trop tard et la dame elle a gardé un handicap moteur avec un déficit moteur. Donc rapidement, si vous avez un patient qui a un diagnostic, n'hésitez pas de faire le dépistage familial pour ne pas rater les autres personnes parce qu'ils ont le droit d'être dépistés, d'être traités et d'être sauvés. Alors, devant toutes les infections sexuellement transmissibles, le principe, c'est quoi? Tout IST doit faire chercher les autres IST, que ce soit syphilis, les infections à gonocoque, chlamydia, les hépatites virales, B ou C, les infections à HPV, candylome, ou les autres infections anogénitales ou oropharyngées étendues. Chez la femme, il faut saisir toutes les opportunités pour la sensibilisation, l'information et pour encourager le dépistage. Et là, je vais revenir pour la question de notre collègue et notre cher étudiant, le bilan prénuptial, il n'est pas réglementé. Mais on doit cesser de délivrer des certificats médicaux pour le mariage en disant que la personne elle est indigne de pathologies transmissibles. Or, on sait tous, nous sommes des scientifiques, qu'il y a une bonne période, des mois et voire des années où la personne peut être porteur et peut transmettre la maladie, or elle est asymptomatique. La consultation, profitez de la consultation de santé sexuelle et reproductive lors d'un projet de grossesse, dans les grossesses évolutives à tous les stades. Pourquoi j'ai parlé de la femme précisément? Parce que dans notre contexte africain, marocain, il y a plusieurs facteurs de sous-dépistage. Il y a le problème de la dépendance matérielle, vous êtes d'accord avec moi? Culture sexuelle qui manque, la peur de la stigmatisation de la maladie, le risque de rejet par la famille ou par le conjoint. Donc, il ne faut pas hésiter, perdre des situations qui peuvent sauver des femmes. Alors, pour la grossesse, bien sûr, le dépistage en prénatal pour les femmes enceintes, on a des chiffres qui sont très inquiétants parce qu'en 2024, il y avait uniquement 18% des parturientes qui ont été dépistées pour le VIH. Donc, vous devez faire beaucoup d'efforts. Toute femme enceinte, n'hésitez pas. Pourquoi on a la hantise de l'infection à VIH alors qu'on donne la rubéole, la syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C et on ne demande pas le VIH? Il faut penser au fœtus, d'accord? Parce qu'il y a un risque de transmission où vous avez toujours le temps de le sauver. Il faut dépister à tous les stades de la grossesse, mais à la maison d'accouchement, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire.
à introduire un traitement antirétroviral pour le bébé prophylaxie pendant 4 semaines, à proscrire l'allaitement, à réduire le maximum la charge virale, à adapter le mode d'accouchement en fonction de la charge virale en prépartum. Aussi, avant un acte médical important, ça se fait heureusement dans le CHU, tous les praticiens, à chaque fois qu'ils veulent démarrer un traitement immunosuppresseur, une chimiothérapie, une biothérapie, ils le demandent systématiquement et c'est une opportunité de dépistage à très forte valeur ajoutée clinique. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter une réactivation ou une progression rapide d'un VIH méconnu, assurer la sécurité du traitement immunosuppresseur et permettre d'instaurer un traitement antirétroviral avant l'immunosuppression et l'ajustement des interactions médicamenteuses avec les immunosuppresseurs. Maintenant, je suis arrivée aux symptômes mineurs qui ont été déjà abordés par ma collègue, Madame le professeur Ehbiben. Il faut évoquer le diagnostic et proposer le dépistage devant tous signes, que ce soit dermato-digestif, neurologique, avec les caractéristiques suivantes. La chronicité, le récidive, l'évolution défavorable sous traitement présumé efficace, une présentation inhabituelle, grave, disséminée. Je donne l'exemple de cette jeune femme de 24 ans chez qui on a fait le diagnostic dans la salle d'admission. Je me rappelle, j'étais d'astreinte avec Dr Majambéry et il avait constaté que la jeune, elle a un zona fessier et on a fait le test rapide sur place et on a fait le diagnostic. Il y avait aussi ce jeune de 28 ans, un homme qui avait un zone extensive avec des lésions vésiculo-nécrotiques. Et à l'occasion de ce zona, il faut se poser la question, pourquoi ce jeune de 24 ans doit faire le zona? Ce n'est pas habituel, c'est à partir de l'âge de 50 ans. Donc il faut avoir l'œil critique, d'accord? Et je le répète, chronicité, récidive, présentation inhabituelle, chronique, grave ou atypique ou disséminée. Aussi, les symptômes mineurs sont multiples. Par exemple, dans une étude que nous avons menée au service à l'occasion d'un travail de thèse, vous voyez que l'amaigrissement était le mode de révélation chez 33% des patients. Pourquoi la personne va faire un amaigrissement? Il y a quelque chose qui cloche. L'amaigrissement chez le VIH, il est multifactoriel. Il peut être lié à la réplication virale, il peut être lié à une infection opportune, il peut être à l'atrophie villositaire qui donne des diarrhées chroniques. Donc, les symptômes, tous les symptômes peuvent être révélateurs de l'infection à VIH. La candidose oropharyngée, les diarrhées, les fièvres inexpliquées, la liste, elle est très longue. D'accord? Mais c'est le caractère chronique, c'est le caractère récidivant, c'est la présentation inhabituelle, c'est les formes graves et les formes disséminées. Les infections opportunistes. Madame Hibibel a déjà parlé de toutes les infections opportunistes. À chaque fois que vous recevez un patient avec une tuberculose, c'est grave. On reçoit encore des patients avec une tuberculose traitée pour tuberculose il y a 3 ans, mais le diagnostic n'a pas été fait et le dépistage n'a pas été fait. Alors que la tuberculose est une infection opportuniste la plus fréquente au cours du sida et la cause de décès, comme ça a été dit par professeur Soulki, cause de décès la plus fréquente selon l'étude que nous avons menée au service, l'infection à VIH augmente le risque de la tuberculose. Comment? Biologiquement démontré par la destruction de lymphocyte T1 et la diminution de la production de l'interféron gamma. Et le BK augmente la réplication du VIH. Comment? Par la stimulation de la production de tumor necrosis facteurs, l'interleukine 1 et l'interleukine 6 par les macrophages. Donc c'est une association morbide. Toute personne que vous allez recevoir, que vous allez voir dans votre pratique, Inch'Allah, ultérieurement, qui a la tuberculose, quelle que soit la forme, pulmonaire ou extrapulmonaire, c'est une indication à faire le dépistage de VIH. Parce qu'il y a le risque de récidive, de réactivation et encore de formes graves et le risque de contagion par rapport à la connectivité. La pneumocystose aussi, des fois ça nous arrive de recevoir des patients qui ont été hospitalisés ailleurs, qui ont fait de LBH et qui ont trouvé une pneumocystite gyrovicine. Une pneumocystose égale dépistage au VIH. Et des fois ça nous arrive d'évoquer le diagnostic, pas forcément documenté, mais juste sur les données radiologiques, les données cliniques, toute pneumopathie dyspnésante fébrile, avec un scanner, une image en verre dépoli, qui évolue défavorablement sur un traitement antibiotique à large spectre, voire un traitement antifongique, doit faire révéler, doit vous orienter vers, parce que vous allez redresser, une fois vous avez le dépistage, vous allez redresser le diagnostic, vous allez adapter le traitement et vous allez sauver votre patient. Aussi la candidose bucco-œsophagienne, ça nous arrive de recevoir des patients de la part de nos collègues, les gastro-entérologues aussi, que nous remercions infiniment. À l'occasion d'une fibroscopie digestive, ils constatent qu'il y a une candidose systématiquement de dépistage et ils
nous envoient les patients. Ça permet d'éviter des diagnostics. Des fois, des patients qui ont été retenus comme maladie inflammatoire chronique intestinale, ils ont été mis sous salazo, sous corticothérapie, et n'était pas la milimiquée, c'était l'infection à VIH avec une atteinte digestive. Aussi la toxoplasmose cérébrale. Des fois, ça nous arrive de la part des neurochirurgiens, des patients avec à la biopsie PCR toxo positif ou des lésions histologiques en faveur, toxo égale dépistage VIH. Aussi, c'est une infection opportuniste qui est très fréquente. Et des fois, comme je l'ai dit en tout début, on peut révéler la maladie à l'occasion des anomalies radiologiques. À tout abcès cérébral qui ne répond pas à un traitement antibiotique à large spectre, il faut penser à l'infection à VIH et soyez sûr que quand vous démarrez le cotrimoxazole à forte dose avec la corticothérapie, tout rentre dans l'ordre et rapidement quand il s'agit d'une toxoplasmose. Et vous allez faire éviter le patient d'aller vers l'engagement et de mourir. La pneumocystose, aussi le dépistage précoce, ça permet de démarrer la prophylaxie anti-pneumo et anti-toxo au moment opportun pour faire éviter la réactivation de ces deux maladies mortelles chez les patients vivant avec le VIH. Aussi, la rétinite acétomégalovirus, les ophtalmos, il y a beaucoup de diagnostics à l'occasion des lésions hémorragiques qui font évoquer des rétinites, d'accord, même des uveites. La sérologie VIH, elle est systématique et ça permet bien sûr de sauver des patients. Des fois, il y a des PCR-CV qui sont demandés par les collègues à l'occasion d'autres maladies. À chaque fois que vous avez un malade avec une infection acétomégalovirus, n'hésitez pas de demander le test de dépistage parce que vous allez sauver le patient d'une cécité et de troubles oculaires irréversibles. Les cancers aussi, ça a été dit, ce sont des modes de révélation, surtout les cancers viro-induits, comme le Kaposi qui est lié à la réactivation de l'herpès 8, le virus de l'herpès simplex, le Human Herpes Virus numéro 8, l'Epstein-Barr virus, les lymphomes hodgkiniens et non-hodgkiniens, et aussi les cancers du col. Il n'y a pas que le cancer du col qui est induit par l'HPV. Il y a aussi le cancer de l'anus, le cancer des organes génitaux, les cancers oropharyngés. Ils doivent nous inciter tous à demander la sérologie VIH. Et d'ailleurs, les HPV, il n'y a pas de traitement spécifique. Il n'y a que la clairance virale. Si vous démarrez le traitement, vous restaurez l'immunité, vous pouvez réduire la fréquence de ces maladies et de réduire les taux de lésions liés aux infections à HPV. Les manifestations hématologiques inexpliquées doivent faire penser à l'infection à VIH. Vous savez tous que le VIH, il a un effet direct, soit par son tropisme pour la moelle et l'immunité cellulaire, soit indirectement par des mécanismes immunologiques. Et ça nous a arrivé de faire le diagnostic de l'infection à VIH à l'occasion des thrombopénies rebelles. Les erreurs à éviter. Quelles sont les erreurs à éviter? Il ne faut pas être influencé par l'âge. Parce qu'il y a des gens qui excluent les sujets âgés. Il ne faut pas exclure les sujets âgés. Il faut évoquer le diagnostic devant un contexte favorisant la transmission. Parce qu'il y a des conceptions erronées. Pourquoi je parle de ça? En pleine connaissance des choses, parce qu'il y a des conceptions erronées au sujet de la sexualité à un âge avancé, même chez nous, les prestataires de soins, c'est grave. Vous savez qu'à un certain âge, il y a des divorces, il y a des décès des partenaires, il y a des médicaments qui améliorent la performance sexuelle, et donc, la personne peut être exposée sexuellement à un risque de transmission. Aussi, il ne faut pas être influencé par le statut marital. Comme dans cette étude que j'ai fait avec un de mes étudiants, à l'occasion d'un travail de thèse, 43%, c'est vrai, des patients qui étaient célibataires, mais quand même, regardez ici, les mariés, 38%. Donc, le mariage n'exclut pas l'infection à VIH. Il faut être uniciste, il faut chercher l'existence des partenaires sexuels, des rapports non protégés, la bisexualité, l'homosexualité, etc. et demander le dépistage. Aussi, il ne faut pas être influencé par les niveaux socioculturels et la profession pour exclure ce diagnostic. Toutes les couches sociales, toutes les catégories sociales professionnelles peuvent être touchées par cette infection, mais jamais orienter les personnes vers les centres de transfusion. Parce que j'étais étonnée dans une étude, dans une enquête que nous avons menée à Tanger, que 41% des jeunes qui ont pris des risques dans l'année précédente, ils sont partis pour se faire dépister dans les centres de transfusion sous les directives des médecins. Et c'est très grave.
Vous savez qu'il y a une période, ça a été bien dit, une phase de réplication virale où la réplication atteint son maximum, la personne est asymptomatique, il n'y a pas d'anticorps. Il n'y a pas d'anticorps, c'est une phase de séroconversion, mais la personne, il transmet la maladie et il a le virus. Donc, pourquoi on va envoyer au centre de transfusion alors que l'offre de dépistage au Maroc, elle est très importante? Dans les centres, dans les Angela LCS, le dépistage volontaire gratuit avec l'anonymat, etc. Le centre de diagnostic, les planifications familiales, les centres de diagnostic et de prise en charge des tuberculoses et de maladies respiratoires. Il y a un offre qui est très important au Maroc et même dans les établissements pénitentiaires pour faire le diagnostic chez les prisonniers. Alors, on a beaucoup parlé de la promotion de dépistage à l'initiative du patient, du soignant, mais on n'a pas parlé de l'importance de la promotion de dépistage volontaire. Je souhaite que vous travailliez avec nous, vous travaillez dans les associations, vous participez à des campagnes de sensibilisation, de diffusion de l'information, pour généraliser l'information, pour pousser les gens à se faire dépister. En France, je viens de lire ça, donc ils disent au moins une personne, même s'il n'a pas pris de risque, il doit se faire dépister au moins une fois dans sa vie. C'est-à-dire, non, personne n'est à l'abri de la contamination, mais il faut se dépister au moins une fois dans la vie. Quoi d'autre? Je vais terminer, avant de terminer, je vais juste rappeler que le dépistage est obligatoire dans notre pays uniquement chez les donneurs de sang, d'organes et de tissus, en cas de donneur de sperme dans le cadre de la procréation médicalement assistée, et le test VIH est obligatoire pour les recrues de l'armée au Maroc. Pour conclure, pour moi personnellement, je sais qu'il y a parmi vous qui sont très optimistes, on peut atteindre l'objectif 0 d'ici 2030 si vous collaborez avec nous. Vous êtes en quelle année? En 3e année, donc il nous reste combien de temps? Nous sommes en 2025, donc 5 ans du travail pourra nous permettre d'atteindre ces objectifs. Contribuez, s'il vous plaît, à promouvoir la prévention, à dépister les patients devant toutes ces situations que je viens de vous citer, et merci pour votre attention.